Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode 110. On est toujours le 25 juillet 2024 et je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Brio. Coucou Bonjour. Julien. Salut. Florentin Dubois. Bonjour. Salut Flo. Et Lisa Carrière. Coucou Hello. Lisa. Et moi-même, Horacio González. Et on va faire un petit tour de table. Julien, tu nous rappelles qui tu es? Yes, alors ça n'a pas trop changé entre-temps. Je suis toujours chez Deezer en tant qu'ingé réseau et CRE aussi également. Et je suis à côté de ça parce que j'ai pas des journées suffisamment longues. Je suis aussi bénévole au Resto du Cœur où je gère un parc de serveurs. Et si j'ai oublié de le préciser d'ailleurs dans le dernier épisode, comme j'ai vraiment pas des journées suffisamment longues, bah ça m'arrive aussi de temps en temps de mixer, notamment par exemple la dernière Riviera Dev. Et c'était top ce soir-là, en effet. Flo, et toi, tu nous rappelles encore une fois qui tu es? Tu es un habitué de Massy, mais au cas où? Bonjour, moi, je suis Engineering Manager chez Clever Cloud. Je m'occupe notamment de la partie réseau et automatisation dans le réseau. Et voilà, donc tout ce que le bouncy. Tu es aussi connu comme notre Chaos Monkey favori, mais bon, ça c'est une autre histoire. Exactement, et maintenant j'ai une armée, sachez-le. Et Lisa, qui tu es? Alors moi, je suis étudiante, bientôt diplômée, en stage de fin d'études chez Clever Cloud sur la partie sécurité infra. Parfait. Et moi, Horacio González, je ne vais pas encore vous faire l'affront de vous parler de mon accent ou de mon origine ibérique. Je m'occupe de frères chez Clever Cloud. Bon, bah, avant de démarrer, Lisa, tu nous as dit que tu es étudiante. Tu peux nous raconter un petit peu étudiante en quoi? Ouais, alors je viens de l'UTT, donc l'Université technologique de Troyes. Même s'il y a eu une université dans le nom, c'est une école d'ingénieurs, très cool. Et j'étais dans la branche réseau et télécom, avec une petite spécialisation en cybersécurité. Le truc que j'adore à l'UTT, c'est que y a beaucoup d'assauts et de clubs et qu'on s'investit presque plus dans la vie étudiante que dans les cours. Bon, ça, on n'est pas censé, vous n'êtes pas censé le savoir. Et du coup, je faisais partie, dans mon cœur, je fais toujours partie du club de hacking éthique de l'UTT qui s'appelle Acute et qui est fabuleux parce que du coup, on se forme un peu en autodidacte, mais tous ensemble en fait. C'est génial d'évoluer ensemble, de se montrer des trucs, d'apprendre, d'évoluer, de monter en compétences. Et on participe à des CTF, donc Capture the Flag. C'est des compétitions de cybersécurité. Il y en a en distanciel, il y en a aussi en présentiel. On a participé à l'EC2 par exemple, au FIC. On participe au Purple Pill, au Trax qui est organisé par la DGSE, si je dis pas de bêtises. C'est trop cool, c'est une bonne ambiance et je suis très fière de porter ce blason. Nickel. Et Hacking Ethic. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé cette mouvance-là de voir les hackers comme les types avec les capuches qui codent dans les noirs pour casser des sites, mais tu peux nous raconter un peu plus qu'est-ce que c'est pour toi les hacking éthiques et pourquoi ça te passionne autant? Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment pour l'aspect ludique en fait, parce que ça permet non seulement du coup de se former sur les notions de hacking, mais aussi de découvrir les technos que tu vas vouloir hacker. Donc c'est très vaste dans le domaine de l'informatique et des technos et ça permet vraiment d'apprendre énormément de choses. Et du coup, le hacking éthique, en fait, c'est là où on va exploiter des vulnérabilités, des failles, mais dans un cadre vraiment éthique où on ne le fera jamais, par exemple, sur la production pour attaquer des boîtes. On le fait essentiellement, en fait, sur des infras qui sont proposés par des organismes faits exprès pour ça. Il y a, par exemple, TryHackMe, qui est très bien pour pratiquer ça. Il y a RootMe aussi, qui est français, qui est vraiment génial. Ou même, on peut le faire en fait en local, hein, sur nos propres machines.
Bon, sans trop se vérolrer quand même, ce serait bien. Mais voilà, ça reste vraiment totalement éthique et légal, je l'espère. On n'attaque personne, on n'est pas méchants. Parfait. Merci, Lisa. Et bon, quitte à être sur la sécurité, j'ai vu que vous avez posté un lien très sympa sur GitLeaks, un outil pour éviter la fuite des secrets dans les repositories de code. Qui a posté? Qui me raconte? Ouais, effectivement, c'est moi qui ai posté ce lien-là. Je l'ai posté parce que c'est un truc qu'on commence à utiliser au resto, notamment depuis quelques temps, qu'on utilise nous en pré-commit. Donc, c'est-à-dire que c'est avant de pousser des trucs dans le repo. C'est pas genre de la CI qui va venir te crier dessus en disant, bah, t'as déjà pushé un truc qui est pas bon, parce que là, c'est pas bon. Sinon, tu te retrouves avec l'info qui a fuité justement dans une merge request ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on vient mettre en pré-commit, donc avant de push, et qui vient automatiquement en fait te sortir si éventuellement tu as des secrets, par exemple confutés, des clés publiques, enfin des clés privées, SSH, ce genre de choses. Enfin, globalement, des choses en clair. C'est un outil, ce qu'on appelle SAST, hein, ça vient faire l'analyse statique de ton code et te remonter s'il y a des trucs qui ont fuité. Donc on a rajouté ça il y a quelques temps et il faut avouer que ça nous a pas mal sauvé dans certains cas en se disant « Ah mince, j'avais oublié ce truc-là ». Oui, ça t'évite de devoir révoquer des secrets et mettre à jour des dizaines de machines ensuite, quoi. Et c'est exactement ça, sachant qu'on fait pas mal d'Ansible derrière et quand tu pousses un truc et que tu as oublié de chiffrer un mot de passe, de volter un mot de passe, tu te dis « Ok, je suis bien content d'avoir ce truc-là qui vérifie avant que je fasse une boulette ». Ça t'est déjà arrivé d'utiliser ça et qu'il y a un token, un secret qui soit pas relevé par l'outil? Alors, pour le moment, non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vraiment, je tenais à le partager, ce truc-là, parce que pour le coup, c'est vraiment très efficace. On n'a pas eu pour le moment, je dirais, de choses qu'on leak. Et pas de faux positifs non plus? On a eu des faux positifs, mais il est assez personnalisable, donc tu peux lui dire, par exemple, dans tel fichier, telle valeur, tu ne l'inclus pas. Donc ok, tu peux donc quand même le personnaliser un peu. Il ne te bloque pas un faux positif, quoi. Non, ça ne devient pas bloqueur après. Ceci n'est pas un mot de passe, c'était juste un bloc binaire. On passe ce type de choses, voilà, ce type de choses, j'avais été le fait. C'est pas un mot de passe, c'est juste du code offusqué, quoi. Ne t'inquiète pas, on ne parlera pas de la faille XZ une autre fois. On a fait presque un épisode complet sur ça, Flo, n'exagère pas, quoi. On en restera là. Bon, on va continuer avec la sécurité, avec les petits outils, parce que, voilà, il y a un autre outil de sécurité que quelqu'un a mis, un outil pour scanner les ports, mais je crois qu'on a des outils comme ça depuis au moins 30 ans, non? Alors ouais, mais RustScan, c'est le scanner de la Gen Z. C'est encore mieux que l'existant. Non, ça vient le compléter. Donc en fait, il y avait déjà Nmap qui permettait de scanner des ports sur des machines. Déjà, rien que moi, quand je fais du CTF, en fait, c'est intéressant. J'ai une machine, je veux réussir à trouver une vulnérabilité. Bah, je vais lancer un Nmap dessus pour voir tous les ports qui sont ouverts. Ce qui tourne dessus, quel service et en quelle version. Et par exemple, je vais voir que il y a un serveur web en fait qui est dans une version où il existe une vulnérabilité. Je vais pouvoir l'exploiter. Donc Nmap scanne vraiment tous les ports. C'est long. Et du coup, RustScan, en fait, ça scanne les ports beaucoup plus rapidement parce que c'est écrit en Rust. Il me semble que ça peut scanner 65 000 ports en 3 secondes, je crois. Donc c'est plutôt pratique. Et ensuite, on peut, en fait, pour avoir plus d'informations, genre par exemple les services qui tournent, et aussi pouvoir un peu plus moduler avec des scripts, on peut piper ça dans du Nmap pour plus de fonctionnalités. Donc j'ai découvert ce tool il n'y a pas longtemps en fait. J'étais encore sur Nmap il y a quelques semaines. Je l'ai utilisé pour scanner nos instances, nos HV chez Clever. Quand il y a eu la faille du coup OpenSSH, en fait, je voulais vérifier en quelle version de OpenSSH on était. C'est très long du coup d'aller vérifier dans toutes les machines
Donc, du coup, j'ai pu lancer un rescan et je me suis assurée qu'on était tout patché, tout à jour. Donc, très pratique. D'accord. Donc, en revenant un instant sur ces failles-là, de mémoire, on avait parlé vite fait lors des derniers épisodes, mais là, je vois que, Julien, c'est toi qui as ajouté un lien qui explique plus en détail, c'est ça? Ouais, effectivement, c'est c'est le blog de Qualys, donc une boîte de sécu qui a apporté vraiment pour le coup pas mal de détails justement sur cette faille, notamment qui a apporté aussi comment la mitiger. Hein. Ça a été un peu la petite goutte pour tous ceux qui administraient notamment l'Ubuntu, parce qu'il y avait pas eu de patch pendant un très long moment. Donc comment on pouvait un peu mitiger le truc et surtout en fait la liste de toutes les machines et toutes les versions qui étaient impactées. Donc il y en a vraiment beaucoup. Là, en l'occurrence, cet article donne un peu tout le détail sur justement comment c'est arrivé. Et là, pour le coup, on parle vraiment d'une régression, hein, puisque c'est du code qui a été supprimé puis remis et qui est un peu à l'origine de cette faille. Donc ouais, si vous voulez plus de détails, l'article est vraiment très très intéressant là-dessus. D'ailleurs, je conseille très fortement à rajouter dans vos flux RSS pour votre veille le blog de Qualys, parce qu'ils sont toujours des articles très très bien faits. Là, je me sens bien quelqu'un qui parle encore de flux RSS. Mais Je c'est suis trop plus bien. le seul à utiliser cette technologie, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait hier quand je me suis dit merde, c'est demain le Massy. Je suis allé chercher l'Ampibli pour en citer un par exemple. Et t'arrives et tu scrolles et tu fais oh j'ai mis l'article, ça va être long. Bah, parlant de ça, semaine dernière, on a parlé des homepages et j'ai parlé un petit peu de Netflix, et non, de NetVibes, et j'ai eu après quelques messages de gens qui disaient, mais tu n'es plus le seul, il y a encore des gens qui utilisent en 2024 NetVibes. J'étais persuadé d'être le dernier utilisateur et apparemment, bah, c'est pour moi en termes d'outils pour gérer les flux RSS, depuis que Google a tué leur lecteur RSS, c'était la référence et j'étais content de voir que j'étais pas le seul à continuer à utiliser un outil de 2005 qui continue à être en ligne aujourd'hui par un miracle que j'arrive pas à comprendre. Tout c'était drôle. Je vais même pas mettre les liens pour NetVibes, c'est pas la peine, mais revenons sur les outils. Je vois un autre outil aussi écrit en Rust qui semble aussi une réécriture d'un outil classique. Mais c'est quoi cette histoire de prendre des outils qui existent et les réécrire en Rust? C'est pour les hype ou il y a une vraie raison derrière? Ouais, effectivement, c'est un truc que j'ai aussi posté, c'est Arcs, donc c'est un outil qui est écrit d'ailleurs par un Français qui vient remplacer tar, donc la commande pour les fichiers compressés, donc à la fois pour compresser, décompresser un ensemble de documents. Et en fait, l'écriture en Rust est assez intelligente pour des questions de performance. En fait, si à chaque fois il y a des réécritures qui sont faites, c'est pas pour le plaisir de justement surfer sur la hype, hein, c'est sur la vague de la hype, c'est plutôt pour obtenir des performances bien meilleures que sur certains outils qui sont apparus. Là, typiquement. Tard, je pense que l'outil est apparu bien avant que je naisse, donc qui ont parfois traîné À mon époque, il marchait très bien. Alors qu'il fonctionne très bien, mais qui parfois, je pense, peut avoir des soucis de performance. Et pour ceux qui justement cherchent à avoir la performance à tout prix, en fait, on a des fous comme ça qui s'amusent à réécrire ce genre d'outils. Donc, voilà. Pour ceux qui ont déjà utilisé les commandes tar en ligne de commande, les commandes potentiellement peuvent être explicites, c'est-à-dire qu'on peut faire arcs, extract et pas chercher les paramètres qu'il faut mettre genre ZF, voilà par exemple. Et quand tu as la mémoire des doigts, tu peux quand même faire XVF ou ça marche pas. Voilà, donc ça c'est assez pratique, je l'avoue. Et dans les réécritures de soft d'ailleurs, je t'ai passé sur CoreUtils dans les repos où des gens énervés, comme disait Julien, se sont mis à écrire les binaires de CoreUtils. Là ils ont pourquoi pas. Pour ceux qui connaissent pas CoreUtils, c'est vraiment les quelques
soft, vraiment à la toute base d'un Linux qui te permet de booter. Hein. Si par exemple ça a des commandes genre basiques, genre cat, ls, faites juste un test, faites un move de votre ls sur votre machine et ne laissez rien, essayez de redémarrer, c'est assez fun. Je vous laisse découvrir le résultat. Faites ça dans une machine à laquelle vous tenez, s'il vous plaît. Par exemple. C'est assez intéressant à regarder. Et du coup, en fait, ces binaires-là, ils sont partis les réécrire. Après, il y a là de ce qu'ils disent dans le readme du projet, c'est que il y a encore quelques comportements où il manque quelques flags sur certains binaires, mais que globalement, ils ont l'air plutôt stables. Voilà. Donc, bientôt, on aura tous ces outils-là qui seront réécrits en Rust et même utilisables en Rust. Cool. Même au-delà de juste la réécriture, pour des questions de performance ou autre, il y a certaines réécritures qui sont quand même, je trouve, assez rigolotes. Je pense notamment à Bat, qui était une réécriture, enfin, qui était une réécriture de cat, mais fournissant des nouvelles features. Non, c'est pas une réécriture. Enfin, c'est pas vraiment une réécriture, c'est plutôt repartir du une principe version de cat. améliorée. C'est ça, exactement. Avec de la coloration syntaxique, l'ajout des lignes, enfin bref, quelque chose de beaucoup plus naturel quand c'est un humain qui lit. Donc, celle-là, j'étais là, corde. Même moi, j'ai fini par être converti. Et est-ce que tu utilises FD Ratio? La version de Find que j'ai enfin réussi à comprendre comment l'utiliser. Non, parce qu'à une époque, je me suis battu avec Find et j'ai réussi à incruster quelque part là-dedans comment on utilisait Find et je me dis tout cet effort-là ne peut pas partir vers les néants comme des gouttes de pluie. Alors pour ceux qui connaissent pas FD, c'est pas un drop-in remplacement de Find parce que les paramètres sont complètement différents, mais de base si vous mettez juste une chaîne de caractères, et ça fait ce dont vous attendez ce que ça fasse quand vous faites Find. C'est-à-dire retrouver le fichier avec le nom là. Il faut reconnaître que je peux voir l'intérêt, mais c'est ça, je me suis trop battu avec Find. C'est comme, c'est comme les expressions régulières. J'ai passé tellement de temps à apprendre à faire des regex que maintenant, ça m'embêterait qu'il y ait une solution plus simple pour faire ça, quoi. Bon, on va continuer. T'as aussi un outil en Rust qui te génère tes expressions régulières. Tu lui donnes des patterns et il tente de faire la expression régulière la plus petite possible. C'est un client ChatGPT. Voilà. On reviendra. Ah non, ChatGPT, on peut rester dans le monde de l'IA. Alors, on a une petite news très sympa. On avait déjà parlé l'épisode précédent de l'éthique et l'IA par rapport surtout à la consommation d'énergie. Il y a un autre aspect de l'IA qui pose des problèmes éthiques, c'est les données utilisées pour l'entraîner. Et que souvent ces données-là ne sont pas libres de droits. Et dans les milieux artistiques, par exemple, il y a une inquiétude très justifiée sur les outils de génération d'images qui génèrent les images dans des styles des artistes et s'ayant basé sur tous les œuvres précédentes de ces artistes-là. Et donc, il y a un petit outil de chez Cloudflare pour empêcher les robots de siphonner le contenu des sites web pour entraîner des IA. Qui l'a posté? C'est toi, Julien? Ouais, c'est moi qui l'ai posté, ce truc-là. Effectivement, nous, forcément, chez Deezer, ça commence à être un sujet. Parce que quand tu as des petits robots comme ça d'IA qui viennent scraper tout ton site, et notamment les IA génératives tout autour de l'audio, on n'a pas spécialement envie qu'ils viennent, notamment pour des questions de droit, qui viennent scraper ce qu'on a, nous, côté catalogue Deezer, pour justement générer de l'audio. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que notamment Cloudflare propose un produit qui vient justement un petit peu bloquer, enfin contrer tous ces scrappers. On se souvient historiquement des scrappers, notamment de Google, lorsqu'on voulait indexer notre site internet, qu'on pouvait ou pas bloquer. Bon, c'était beaucoup plus simple, il suffisait juste de lui interdire l'accès dans l'HT Access. Mais globalement, là, c'est un peu plus compliqué, parce que
En plus, les user agents des, des bots d'IA ont tendance à être assez peu verbeux, ou alors se font passer pour des vrais navigateurs, donc c'est assez difficile à contrer. Mais par contre, ils ont pas des... très éthique, ça. C'est ça. Et donc, ils ont par contre des fonctionnements qui sont relativement bêtes dans la manière dont ils viennent scraper les infos. Donc c'est pour ça que Cloudflare arrive assez facilement à les contrer, notamment avec leur outil. Donc c'est pour ça que je partageais le lien. Je pense que ce qu'il disait dans le lien aussi, c'est que les IA, notamment de scrapping pour constituer des librairies, ne regardaient pas du tout ce qui était SEO et RobotXT et autres, et allaient littéralement tout récupérer sans trop se poser la question, et du coup qui pouvait poser problème. Notamment, je sais pas si vous avez des sites comme ça, mais ça m'est arrivé d'en croiser à Clever, où si vous lui faites plus d'un certain nombre de requêtes par seconde, on va dire qu'il commence un peu à prendre l'eau, quoi. Et des fois, c'est pas hyper agréable qu'un robot détruise le trafic, le site web, juste en le stoppant. Clairement. Sachant qu'ils ont tendance à être un peu violents. Je me demandais à quel point la charge qui est envoyée par ces IA peut entraîner du déni de service. C'est clairement pour ça je pense qu'ils ont commencé à mettre ça en place. C'est pour justement, pour les petits sites web qui n'ont pas forcément envie d'installer des grosses infrastructures pour qu'en fait ils viennent se faire scraper, couper le trafic au plus tôt, quoi. J'imagine comme ça, moi, pour le coup. Mais c'est aussi le problème éthique de ne pas respecter des choses comme les robots. Je veux dire, au moment où les scrappers, il te dit non, ça, s'il te plaît, ne visite pas, et il visite quand même, il y a un problème éthique qui apparaît, et au moment où en plus, il simule des user agents différents pour ne pas se faire repérer en tant que robot, là, carrément, l'éthique laisse à désirer dans ces parties-là. On est d'accord. Clairement. On n'a pas fini de parler de IA et éthique dans les massifs, je pense. Et on va changer, vu que c'est un épisode de massif d'été, on va revenir avec les marronniers de l'été. Et un marronnier de l'été, c'est la surveille, l'enquête Stack Overflow sur les développeurs, l'enquête annuelle. Ça, je ne sais pas depuis combien d'années ils la font avec leur jolie infographie et tout, mais voilà, en gros, quelles sont les technologies les plus utilisées, quels sont les langages, les salaires, tout. Qui nous a posté les liens et veut nous raconter un peu plus? C'est moi. À la base, j'étais pas parti parce que c'était un truc annuel et autres. En fait, j'étais parti d'une discussion que j'avais eue à Clever sur les formations. Parce qu'il y a aussi un onglet formation, et notamment par quel biais les gens font de la veille ou apprennent des choses. Et je crois que c'est l'un des derniers graphes, du coup je commence par la fin. Non, c'est au milieu. En fait, globalement, ils apprennent beaucoup via, étonnamment, les docs techniques. Genre à 84%, pardon, via de la doc technique. Et je trouvais ça assez impressionnant. Je pensais plus que ça venait de blogs personnellement. Et les blogs sont pas très loin, ils sont 4e avec 60%. Et avant, il y a tout ce qui est tutoring, genre les MOOC, les trucs comme ça. Et il y a aussi via Stack Overflow, du coup, juste derrière, en 2e position. Et moi, je trouve incroyable dans ce graphe-là, voir la IA à nouveau à 37%. Donc, ça veut dire que 37% des gens apprennent à coder en utilisant une IA quelconque pour les proposer des exemples. C'est un peu comme utiliser Stack Overflow, mais sans avoir après les commentaires qui permettent de mettre en perspective la réponse, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'IA, il y a un sondage sur qu'est-ce que vous pensez des outils d'IA pour gérer des tâches complexes. Oui, il est un peu plus bas. Quand on dit tâches complexes, on parle de plus que poser une question et d'avoir une réponse. Et globalement, les retours sont très négatifs. En gros, dans l'idée, c'est que globalement tout le monde, d'après les réponses qui ressortent, c'est que la plupart des gens considèrent que c'est bien pour faire une réponse facile. Par contre, c'est aujourd'hui pas efficace pour gérer les tâches complexes, genre génère-moi un programme par exemple, ça ne marchera pas. Mais
En même temps, c'est pas trop à quoi on s'attend derrière. Je pense que ce qui est intéressant, c'est voir comment ça évolue l'année prochaine et dans 2 ans, et ça nous donnera une vision plus claire. Disons que pour moi, l'intérêt, c'est avoir sa réponse aujourd'hui et comparer. Et une autre qui m'a attiré l'attention, c'est sur l'expérience développeur. En gros, les frustrations les plus communes. Et là, sans surprise, la dette technique, mais elle bat tous les records et 62%, quand la réponse suivante, c'est à peine à 32, quoi. Effectivement, la dette technique, ça semble être un truc universel que tous les développeurs subissent, quoi. Exactement, ouais. Est-ce qu'on peut classifier du coup Kubernetes dans tech technique? Oh jolie transition, parce que je pense que tu voulais nous parler d'une nouvelle sortie produit chez nos amis de OVH Cloud, non? Exactement. Ça, c'est un blog post sur un lancement de produit qui est en lab chez OVH Cloud, du coup, qui s'appelle Managed Rancher as a Service. Alors, pour ceux qui connaissent Rancher depuis le début, ça n'a plus rien à voir. Je laisse Horacio faire le speech. Moi, j'ai fait ma casquette de vieux encore. Rancher, au début, c'était un super IHM pour pouvoir contrôler ses containers Docker. Donc, à l'époque où tu avais plusieurs containers Docker dans ton infra, dans 2 ou 3 VPS dans un coin, tu mettais Rancher, tu les connectais et tu avais un IHM où tu avais une vue sur tes containers, tu pouvais aller les voir, les manager, les arrêter, les relancer. Bref, tu avais un outil pour orchestrer tes containers. En fait, c'était un orchestrateur primitif, très orienté graphique, mais très facile à utiliser. Et c'était chouette. Mais Rancher, c'est une de ces boîtes qui, à un moment donné, il a pivoté. Donc maintenant, c'est quoi Rancher aujourd'hui? Et aujourd'hui, Rancher, c'est le moyen de piloter des pods au travers de plusieurs clusters Kubernetes, notamment. Donc normalement, on peut voir ça comme une UI par-dessus la fédération de Kube. Je ne sais pas s'il y a besoin de fédération dans Kube, par contre. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est que... En gros, c'est un méta-orchestrateur, on pourrait presque dire, c'est un orchestrateur d'orchestrateurs. Tu vas déclarer tes Kubernetes et lui, il va avoir accès et tu vas pouvoir les manager depuis un endroit centralisé. Exactement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, actuellement, là, vu que c'est en lab, c'est gratuit, hormis les clusters Cube en dessous que vous allez devoir provisionner. Et je trouvais que c'était un bon truc à aller tester, juste pour voir ce qui se faisait et faire un petit peu de veille. Disons que si vous devez manager des ou plus clusters Kubernetes, peut-être même dans des zones géographiques qui ne sont pas les mêmes, et vous voulez faire ça d'une façon plus ou moins unifiée, c'est une des meilleures solutions pour ça. Donc, je pense qu'effectivement, si vous êtes dans ces cas de figure, vous pouvez aller faire un tour sur les Managed Rancher de nos amis d'OVH. Je pense que vous allez trouver un minima intéressant pour ces use cases, carrément. D'ailleurs, j'ai une petite question technique, je ne sais pas si vous avez le détail là-dessus, mais ça utilise du coup un control plane qui est dédié à Rancher ou c'est un truc managé OVH qui est partagé un peu avec tout le monde? C'est vraiment control plane comment c'est managé derrière? C'est à nos amis d'OVH de donner les détails, mais basiquement, l'idée, c'est qu'il y a un vrai Rancher qui est installé sur lequel tu vas pouvoir manager tes clusters derrière. Ça ne me parle pas, je ne saurais pas te dire. Comment se fait le management? Je pense que vu qu'ils sont déjà en blog post, il y aura sans doute d'autres affaires à mesure que les produits avancent. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et bon, on reste aussi dans les clouds français. J'ai vu qu'il y a une news moins agréable cette fois par rapport à Iliad. Moins agréable parce que si j'ai bien compris, pour essayer de réduire les dettes, ils sont en train de chercher un acquéreur pour 49% de la filière des data centers. C'est bien ça?
Ouais, effectivement, alors il faut savoir qu'Iliad, il y a maintenant un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises, ils avaient déjà commencé un petit peu suite au rachat notamment de Jaguar Network qui avait induit un petit peu les gens un peu en erreur en se disant bah on a des data centers, ceux de Scaleway et ceux de Jaguar Network qui sont maintenant Free Pro. Ça perdait un petit peu les entreprises et donc ils ont pris la décision notamment de fonder la filiale Opcore qui est en fait finalement la partie data center de Scaleway, parce que Scaleway c'était vraiment la partie cloud public, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, il a été annoncé là que la maison mère de Scaleway, enfin d'Opcore, pardon, voulait notamment, en fait, recherche un acquéreur pour acheter un peu moins de 50% du capital de ces data centers, donc sous le nom Opcore maintenant. Donc si vous voyez des data centers free, c'est plus du tout Scaleway, les noms des data centers, c'est Opcore. Nous, ça nous a un peu perdu, notamment chez Deezer, parce qu'on est des clients. Et c'est le nom ayant changé, ça nous a un peu perdu là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que affaire à suivre, quoi. Globalement, c'est assez intéressant, enfin c'est assez étonnant, sachant que Iliad, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus de 15 data centers au total. Donc ça représente quand même. Alors, je saurais pas trop dire où est-ce qu'ils sont placés sur le marché, s'ils sont dans les leaders ou pas du tout, mais si on compare par exemple à des trucs type Interxion ou Equinix ou ce genre de choses, mais globalement c'est quand même assez important parce que bah, ils ont aussi je pense qu'ils arrivent au même point à peu près que SFR fut un temps avec ses data centers aussi qui ont les net centers, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont liquidé un peu un à un parce que c'était pas rentable en fait, tout simplement. Ils avaient beau avoir un paquet de clients, gérer un data center ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup. C'est clair. Et là, va affaire à suivre aussi parce que c'est pas encore dit qu'ils vont trouver l'acquéreur en question. Effectivement, parce qu'ils avaient jusqu'au 31 juillet. Enfin, ils laissaient le temps, on va dire, jusqu'au 31 juillet. Bon, il reste quelques jours à la date de ce podcast, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Et sûrement, quand vous l'écouterez, l'affaire sera déjà close. On vous parlera dans de futurs épisodes. C'est ça. Bon, il nous reste encore quelques liens pour cet épisode d'été. Pas beaucoup. Alors, qui veut choper un des liens qui reste et nous en parler? Moi, je veux bien aller sur le désagréable avec Chrome, si tu veux. Bah ouais, je me doute que c'était toi qui allais parler de celui-là. Raconte. Je suis allé vérifier, j'avais un doute juste avant. Dans Chrome, actuellement, dans les navigateurs comme Firefox et Brave et autres, il y a vraiment une forte tendance à faire en sorte que les cookies soient segmentés et que un site ne puisse pas accéder aux cookies des autres sites, notamment pour vous proposer des produits et ainsi de suite. Ce qui est une bonne pratique. Ce qui est une bonne pratique. Et dans cet article, du coup, en fait, Google a dit fuck. Globalement, nous, on va garder les cookies et pouvoir y accéder parce que sinon, c'est chiant, quoi, on peut pas faire de la pub. Donc, globalement, ils expliquent que en fait, ils vont justement mettre le plan de segmenter les cookies dans Chromium et Chrome, du coup, ils vont l'abandonner et qu'ils vont le laisser comme c'est dans l'idée et ne pas revenir dessus. Ouais, c'était une petite news un peu désagréable pour les utilisateurs de Google Chrome. Ça devient une marque de fabrique de massifs. La semaine dernière, on parlait aussi de l'extension. De l'extension, je sais pas si tu as vu ça passer, Julien ou Lisa, de la web extension pour Google Meet, entre guillemets, vous ne faites peut-être pas parce que vous êtes juste en audio, mais je fais les guillemets avec les doigts, qui permet d'utiliser, de débugger Google Meet ou Google Duo. Et en fait, qui permet à n'importe quel site web, n'importe quel site qui match le pattern étoile.google.com de récupérer énormément d'informations sur votre machine et d'accéder à des métriques système et exactement. Des choses comme ça. Et pouvoir faire vraiment accéder à des choses que normalement dans un navigateur il n'y a pas accès, quoi. Voilà.
Et c'était... On continue plutôt à avoir au jour le jour les problèmes d'avoir un seul moteur de navigateur qui nourrit derrière les principaux navigateurs, que ce soit Chrome lui-même, Edge, Brave ou toute la pléthore des navigateurs basés sur Chrome. Puis, voilà. Epiphany, si vous utilisez Gnome. etc., en effet. Bon, il y a d'autres liens. Tiens, qui t'a continué avec Flo, tu nous parlais d'une petite découverte sur Apple Maps. Oui, à date d'hier soir, après le relatif hier soir, c'était aux États-Unis, donc c'était ce matin ou hier soir très tard pour eux, je sais plus, avec 6 heures de décalage. C'est vraiment une petite news. Il y a Apple Maps qui a sorti sa carte en version web, en bêta. Alors j'étais passé dessus vite fait avec le téléphone et ça supporte pas le téléphone tout de suite. Mais après il y a l'appli mobile, vous me direz. Et du coup voilà, donc j'ai testé. C'est assez pauvre comparé à Google Maps tout de suite, mais c'est intéressant de pouvoir avoir une alternative. Après, c'est bien les alternatives. On revient à N'oublions pas OpenStreetMap dont les gens font vraiment un travail formidable derrière. Sachant qu'il y a une grosse communauté nantaise, si je dis pas de bêtises, d'OpenStreetMap. Je ne saurais pas te dire. Moi, je connais un peu la communauté brestoise et elle est très active, mais en effet, je pense qu'il y a beaucoup de communautés locales autour de Google Street Map et même d'OpenStreetMap et même des communautés basées sur des intérêts, des gens qui font plutôt les chemins de randonnée, des gens qui font plutôt les villes. Il y a même des projets intéressants. Il y avait à Brest un projet, il y a quelques années, je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, d'un sac à dos avec une caméra 360 et les gens se promenaient avec et ils faisaient l'équivalent de Google Street Map, mais pour des chemins de randonnée après mis sur OpenStreetMap. Donc non, effectivement, il y a plein de projets collaboratifs de ce sens-là autour de OpenStreetMap. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette un lien vers OpenStreetMap à côté des liens sur Apple Maps, Flo. Je suis dessus. Nickel. Alors, continuons. On a quelques lancements produits. Par exemple, chez Ubiquiti, on a les Cloud Gateway Max. C'était aussi... C'était aussi moi, pour le coup. On parlait de domotique sur l'épisode d'avant. Enfin, pas celui d'avant, celui d'encore avant. Le numéro 108, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser un peu à ça quand j'ai vu passer les news passer. Alors, je sais pas ce que vous avez comme infra-réseau au resto, mais pour ceux qui connaissent un petit peu Ubiquiti et qui connaissent la Dream Machine Pro, qui est globalement une gateway plus pour chez soi et les petits bureaux, vraiment plus qui est vraiment bien. Du coup, ils ont sorti la version Cloud Gateway Max, du coup, parce qu'ils sont repartis sur la terminologie d'Apple. Ça me fait beaucoup rire. Il y a la Ultra aussi. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir fournir un boîtier plus petit que la Dream Machine Pro, qui potentiellement, la Dream Machine Pro, elle sera que la Cloud Gateway Max, ça ressemble globalement à une grosse Freebox. Enfin, petite Freebox, ça dépend laquelle vous parlez. Petit Freebox, c'est la grosse. Et en fait, ça permet d'administrer jusqu'à 30 équipements Ubiquiti derrière. Je trouvais ça intéressant. Et je sais plus combien de clients on peut avoir derrière. Je crois que c'est 300 ou quelque chose comme ça. Voilà. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partager pour ceux qui voulaient faire de la domotique chez eux. Voilà. La domotique devient petit à petit une section importante dans les massifs, donc continuons à nous fournir des liens comme ça, carrément. Sachant que moi, j'adore l'interface de Ubiquiti qui s'appelle Unify. Elle est vraiment, si vous ne la connaissez pas, regardez screenshot, elle est, je trouve, canon. Si un jour on arrive à faire ça en termes de réseau chez Clever dans la console, ça serait merveilleux. C'est mon objectif. C'est bien d'avoir des objectifs comme ça. Tu disais d'ailleurs que le naming en tout cas des produits est très très orienté à Apple, mais je sais pas si tu as vu un peu le packaging chez Ubiquiti, mais on est très clairement sur des produits Apple. Hein. C'est clairement oui. Mais même le visuel, ouais, c'est. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout est calé sur la base.
Le bon côté, c'est que du coup, ils ont pas à payer trop cher le côté marketing, quoi. Oui. Que c'est efficace, c'est éprouvé. Ça marche. D'ailleurs, je me demande si c'était pas Ubiquiti à l'époque qui avait sorti un Switch où tu pouvais connecter une manette dessus. Et en fait, avec la lumière de chaque port, tu pouvais jouer à Snake. Quand tu stackais les Switch, tu pouvais jouer à Snake sur les. Faudrait que je retrouve la vidéo parce qu'elle est incroyable. Si. Mais c'était trop drôle, quoi. Si tu nous trouves la Inutile, vidéo, l'ajouteras dans donc les liens. indispensable. Et, dans les features comme ça, moi, que je trouve vraiment trop cool, quand t'es en DC, enfin, quand t'as plusieurs Switch, du coup, Ubiquiti, t'as une appli sur le téléphone. Ouais. Et tu peux lui montrer ton armoire. Et il reconnaît les ports Ethernet et il te dit quel port Ethernet correspond à quoi dans l'interface graphique. Et Wow. donne son IP et tout, et c'est oufissime. Je vous invite à regarder la vidéo aussi sur le site. Elle est incroyable. Enfin, vous savez des vidéos à retrouver pour les liens. Je Et- me demandais, cette gateway, elle est plutôt pour du réseau domestique ou du gros réseau, genre d'entreprise ou... Alors, tu peux faire pour de l'entreprise. Par exemple, Ubiquiti, il est au Palace, au bureau quel est le nom de l'espèce de coworking nantais, où il y a Clever Clown. Tu peux le faire c'est un peu énervé pour juste du chez soi, tu vois. Ouais, C'est... ça me paraissait un peu overkill aussi. Moi, je suis un grand fan. J'avais un rack chez moi avant avec des trucs et tout. Mais ouais, non, c'est un peu énervé chez soi. C'est plus sa vie de l'entreprise, plus. Ouais. Et des gens énervés en réseau pour chez eux, quoi. Des vrais passionnés, on va dire. Voilà. Et il y en a. Et il y Ah en a. oui. Bon, par exemple, Erwan, dans l'épisode 108, nous a fait un petit topo de son setup chez lui. Ah, c'est intéressant si vous aimez les setups maison bien énervés, oui. Exactement. Il a un serveur je crois il vient de rajouter un serveur dont l'aspect c'est 256 Go de RAM, une carte graphique, des disques NVMe. Enfin bref, un vrai serveur quoi, quasiment. Tiens, un autre lien que j'ai vu, c'est un blog post de GitHub sur les Security Overview Dashboard, que c'est un peu comme si tu prends les dependent bots et tu les donnes un coup de boost et une présentation graphique digne de ce nom, c'est ça? C'est exactement ça. J'étais perdu dans essayer de retrouver la vidéo des ports Ethernet. Mais ouais, c'est l'idée. C'est un petit blog post, vraiment, c'est une petite news. C'est que, en gros, dans la suite logique de Dependabot, qui venez faire des pull requests sur vos projets, vous allez pouvoir voir par orga où est-ce que ça en est, si y a des trucs qui ont fuité ou autre. C'est vraiment globalement un petit dashboard, un petit graphe des dépendances et de ce qui peut être compliqué, quoi. Voilà, c'était une petite news à côté. Bon, bah, il nous reste quelques liens et quand même, on reste bavard pour un épisode d'été, plus de 40 minutes déjà. Digraph. Qui a mis plein de liens autour de Digraph? Désolé, ça c'est je pense pour que toi. quand je parlais des feedly et des flux RSS, il y a Digraph qui a sorti genre 4 ou 5 blog posts d'un coup. Et en fait, alors vous le voyez peut-être pas, mais vous le voyez pas parce que nous c'est dans la trame et vous le verrez à la fin. J'ai appelé ça Back to Basics parce que les 4 liens reviennent vraiment à la base de la discussion dont on parlait avec Lisa à l'épisode précédent, qui était NoSQL, NewSQL, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça. Et vraiment, ils sont repartis genre de zéro en disant mais c'est quoi une transaction async, quels sont les impacts derrière, et ainsi de suite. Et ensuite, ils sont partis, mais du coup, comment on fait du clustering de database, qu'est-ce que ça veut dire. Ils parlent aussi d'une typologie de cluster de base de données qui s'appelle Leiden. Et du coup, ils font aussi un autre article après qui parle de scaling vertical et l'intérêt ou pas de ça en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant de les poster parce qu'en fait quelque part c'est des articles qui sont toujours bons de revenir de temps en temps pour pas oublier les basiques entre guillemets. C'est chouette de voir une boîte comme Digraph va faire ce type d'articles qui sont vraiment intéressants du point de vue, on va dire, pédagogique, quoi, et qui aident à remettre les choses claires.
Exactement, et vu que je parlais de l'annual review de Stack Overflow, où je venais sur un point de formation où on se posait la question de par où ça venait, par où ça veille techno et tout, et du coup, ça peut accomplir 60% de veille techno via les blog posts. Et pour mémoire, dgraph, c'est une base de données de type graph, donc de NoSQL. Je crois que c'est avec Neo4j, c'est le leader de marché de base graph, quoi. Il me semble, je t'avoue que je sais plus du tout, je suis pas trop ce genre de c'est l'idée que j'ai utilisé le plus, Neo4j et dgraph. Et une base graph, c'est un truc très intéressant pour plein de modélisation. On parlait dans l'épisode précédent. Surtout dès que tu dois modéliser des relations multiples et pas fixes, avec un schéma pas fixe. Par exemple, un réseau social. Par exemple. Je sais que j'avais connu des graphes via Badger, qui est le moteur en dessous, qui est, on revient, Lisa, à la base de données clé-valeur du précédent épisode, où en fait, il nous fallait, au moment où je suis tombé dessus, en fait, il nous fallait, je bossais à AVH, une base de données clé-valeur qu'on pouvait rajouter dans un programme en Go assez rapidement et facilement. Donc ça marche un peu comme du RocksDB au final. Et du coup, voilà. J'ai découvert des graphes comme ça. Ce qui semble une constante en t'écoutant, c'est que pour plein de modèles de bases de données, tu ouvres le capot et tu trouves une base clé-valeur cachée en bas, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Je pense qu'il va falloir inviter Pierre Semba au Massy pour qu'il nous donne son avis sur ça. À mon avis, en partie construit grâce à Pierre Zem. Plein de bases de données, c'est simplement des bases clé-valeurs qui se cachent. C'est... Exactement. Pierre, c'est le gourou des bases clé-valeurs. Mais parce que c'est trop bien, c'est facile à administrer, tu peux le sharder et tout, et ensuite tu peux faire plein de trucs. C'est plus facile à distribuer, que soit faire un mode distribué, en effet. Ouais. Bon, et pour les liens, il nous reste quelqu'un qui a mis un lien sur Cilium version 1.16. Ouais, et il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est Cilium et pourquoi ça nous intéresse les liens. Ouais, effectivement, c'est moi qui ai posté ce lien qui est vraiment très d'actualité puisque la nouvelle, enfin en fait c'est la toute dernière release de Cilium qui est la 1.16 qui est apparue maintenant à l'heure du podcast il y a 18 heures. Cilium, qu'est-ce que c'est? Ça rentre dans l'écosystème Kube notamment, Kubernetes, et c'est ce qu'on appelle en fait un CNI, donc Container Network Interface. Qui apporte plein de choses intéressantes, notamment le support de l'eBPF, entre autres. Je vais pas forcément le détailler parce que ça pourrait être un épisode complet là-dessus. Mais globalement, voilà, c'est la release de la 1.16 qui a l'air d'apporter pas mal de nouvelles choses. Je vais pas encore une fois aussi tout citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été apportées et je vous conseille d'aller regarder la release note parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs intéressants. Il y a même étonnamment un peu d'IA. Alors pourquoi, je sais pas, mais il y en a. Parce qu'il faut mettre de l'IA dans tous les produits aujourd'hui, sinon ton produit n'est pas hype. C'est ça. Exactement. Et n'oublions pas, les vrais IA sont les forêts de if. Sur ces pièces de sagesse, je pense qu'on va bientôt clôturer cet épisode et cette fois, on ne va pas oublier la musique de fans. Lisa, en tant que notre nouvelle invitée aujourd'hui, tu peux nous suggérer quelque chose? Qu'est-ce que tu aimes bien écouter ou qu'est-ce que tu aimes bien faire que tes collègues de bureau écoutent, quoi? En ce moment, je balance beaucoup du son sur l'enceinte du bureau, même si mes collègues n'apprécient pas. Et du coup, il y a un truc qui a fait l'unanimité, de la techno-pop française. C'est Influenceur de Ascendant Vierge. Et c'est très cool, on adore. Bon, avec cette proposition musicale, on va vous dire au revoir et à bientôt. Bisous.